hanging out with my wife. Started it, I was the one that got into divorce. He blamed it all on him standing over me. He looked great. Looked like he mysteriously put on some weight or something, if you know what I'm saying. And he was so nice. Hey, Logan, what's happening? Wow, he just flipped. And he just went off after that. Il y a un dont on ne connaîtra jamais vraiment la vérité, parce que l'un des deux protagonistes est mort avant de pouvoir confirmer ou infirmer la version de l'autre. Randy Poffo naît le 15 novembre 1952 à Columbus, dans l'Ohio. Son père, Angelo Poffo, est lui-même catcheur professionnel. Randy a donc le catch dans le sang, mais avant de monter sur le ring, il s'essaie au baseball. Il signe avec les Cardinals de Saint-Louis à la sortie du lycée, joue pendant quelques saisons en Ligue mineure comme receveur, fait ses premières armes sous le masque, sous le nom de The Spider, dans la fédération familiale fondée et indépendant américain pendant des années. Il passe par Memphis, où il court avant de rejoindre la WWF. En juin 1985, Randy Savage signe avec la compagnie de Vince McMahon. Son entrée est immédiatement remarquée. Un personnage flamboyant comme on n'en avait jamais vu, des tenues impossibles couvertes de sequins, une voix de stentor qui s'étire sur chaque syllabe et une intensité dans le ring qui tranche avec tout ce qui existait à l'époque. Quand il arrive, tous les grands managers de la WWF se pressent pour l'avoir dans leur camp. Bobby Heenan, Jimmy Hart, Freddie Blassie, ils les refusent tous. Et il présente à la place une jeune membre 1984. Ce couple on-screen et off-screen est immédiat en Géorgie, est déjà une légende vivante quand Savage débarque à la WWF. Depuis janvier 1984, il est le visage de la compagnie, champion du monde, personnage de héros américain que Vince McMahon a choisi pour porter son projet d'expansion nationale et internationale. L'Hulkamania est à son zénith. Les arènes font le plein à son seul nom. Son match contre André le Géant à WrestleMania en 1987 réunit 93 000 personnes. Hogan est bien plus qu'un catcheur. C'est une marque, une icône culturelle. Et quand Randy Savage entre dans cette WWF, les deux hommes ne peuvent qu'entrer en collision. D'abord comme rivaux. De fin 1985 à l'été 1987, ils se retrouvent régulièrement à s'affronter pour le titre mondial, avec Hogan qui s'impose à chaque fois dans les matchs importants. Tout bascule le 3 octobre 1987 lors d'un Saturday Night's Main Event. Randy Savage est attaqué à 3 contre 1 par la Hart Foundation et 11 hommes se serrent la main. Savage lui-même baptise l'alliance dans les couloirs et Hogan, devant le micro d'Okerlund, déclare que la combinaison de l'Hulkamania et de la Macho Madness sera peut-être la force la plus puissante de l'histoire de la WWF. Les Mega Powers sont nés. Pendant plus d'1 an, ils règnent sur la fédération. À WrestleMania, battant Ted DiBiase en finale avec l'aide de Hogan dans son coin. Ces hommes s'allient contre Ted DiBiase et André le Géant. Miss Elizabeth monte sur le bord du ring et enlève sa jupe pour distraire les adversaires. Chose dans le regard de Savage, pendant que Hogan serre Elizabeth dans ses bras après la victoire, dit déjà tout sur ce qui va suivre. Parce que la fissure est là depuis le début. Randy Savage est un homme possessif, jaloux, protecteur, jusqu'à l'obsession de tout ce qui touche à Elizabeth. Il surveille ses interactions avec les autres catcheurs, contrôle ses déplacements, garde un œil permanent sur tout ce qui l'entoure. Heureux, trop enthousiaste dans ses interactions avec la femme de son partenaire, devient progressivement une source d'angoisse réelle pour le macho man. Certains témoins de l'époque raconteront plus tard que Savage était capable de surveiller Elizabeth depuis les coulisses pendant les segments où elle interagissait avec Hogan, cherchant sur son visage le moindre signe d'une complicité qui dépassait les besoins du spectacle. Ce n'est pas entièrement fictif. Les personnes qui les côtoyaient à l'époque le confirmeront des années plus tard. La jalousie de Savage autour d'Elizabeth était réelle, profonde et déjà bien ancrée avant que le scénario officiel ne l'exploite. Le 3 février 1989, lors d'un match par équipe contre les Twin Towers au Saturday Night's Event, Elizabeth est accidentellement renversée au bord du ring. Hogan abandonne le combat pour la porter en coulisses, laissant Savage se débrouiller seul. Pour Savage, c'est la trahison ultime. Il revient de sa propre initiative, perd le match, puis dans les couloirs, explose. Il gifle Hogan. Dans l'infirmerie, il le frappe avec la ceinture de champion du monde. La rupture est consommée.
Leur échange filmé résume tout. Savage hurle que Hogan a des yeux jaloux, que c'est lui le jaloux, qu'il le déteste. Hogan répond que c'est la jalousie qui a rongé Savage comme un cancer. Tout ça, c'est à moitié scripté. L'autre moitié, personne ne peut vraiment savoir. Le 2 avril 1989 à Atlantic City, lors de WrestleMania 5, dans un événement surnommé The Mega Powers Explode, Hogan bat. C'est l'un des combats les plus rentables de l'histoire de la WWF à l'époque, et leur relation ne sera plus jamais la même. Et puis, il y a Elizabeth. Randy Savage et elle divorcent officiellement le 18 septembre 1992. Les raisons restent partiellement floues au grand public, jusqu'à ce qu'une interview radio de 1993 soit retrouvée et rendue publique en 2025. Dans cette interview, Savage tire à boulet rouge. Il accuse Hulk Hogan et sa femme Linda d'avoir joué un rôle dans la destruction de son mariage. Il raconte qu'Elizabeth passait du temps chez les Hogan, ne répondait pas au téléphone quand il appelait. Il sous-entend que les Hogan et Elizabeth formaient un trio dont il était exclu, que quelque chose s'était créé dans son dos. Il accuse Hogan d'avoir menti publiquement sur l'Arsenio Hall Show en niant l'usage de stéroïdes anabolisants, alors que Savage lui avait conseillé de dire la vérité pour préserver sa crédibilité. Et quand on lui demande de décrire Hogan en un seul mot, il choisit sans hésiter « égoïste ». Égoïste à l'extrême, dit-il. Pas parfait lui-même, il le reconnaît, mais cet homme-là l'est encore réalisé. Son intégralité n'avait jamais été entendue. En 1993, Hogan se présente avec un œil au beurre noir spectaculaire. Sa version officielle, un accident de jet ski quelques jours avant l'événement. La rumeur persistante dans le milieu, soutenue par des témoignages de Brutus Beefcake et Jimmy Hart, puis confirmée des années plus tard par Scott Steiner, qui affirme tenir l'information de Savage lui-même, Savage aurait frappé Hogan en coulisses. La raison évoquée, il aurait découvert qu'Elizabeth se trouvait seule avec Hogan dans une pièce. Impossible à vérifier avec certitude. Hogan l'a toujours nié, mais les témoignages sont nombreux, et l'intensité réelle de leur haine à cette époque rend la scène tout à fait plausible. Ce qui est certain, qui n'a jamais convaincu grand monde dans les coulisses. Un accident de jet ski qui arrive précisément dans les jours précédant une WrestleMania, après des mois de tensions explosives entre les deux hommes, alors que le divorce d'Elizabeth et Savage venait d'être prononcé quelques mois plus tôt. Les coïncidences sont parfois trop nombreuses pour être des coïncidences. Hogan quitte la WWF en 1993. Savage part pour la en 1994. Ils font semblant d'être réconciliés, réformant une alliance sous le nom des Monster Maniacs. Mais personne n'est dupe. La réconciliation de façade explose le 7 juillet 1996 à Daytona Beach, lors du Bash at the Beach de la WCW. Ce soir-là, Scott Hall et Kevin Nash ont annoncé un mystérieux troisième homme, Sting et Randy Savage, aux deux outsiders. Luger est évacué sur civière en cours de match. Savage et Sting se battent à 2 contre 2. Et puis Hulk Hogan descend l'allée. Le public explose. Il vient aider son ami Savage. Et là, sous les yeux de millions de téléspectateurs abasourdis, Hogan fait volte-face. Il applique son leg drop sur Savage. 3 fois. Il rejoint Hall et Nash. Le New World Order est né. Bobby Heenan avait posé la question quelques secondes avant l'entrée de Hogan. De quel côté est-il? La réponse avait été donnée avant même que quiconque ne puisse l'accepter. Hogan devient Hollywood Hogan, vilain pour la première fois depuis 15 ans. Et Savage, une nouvelle fois, est la victime de sa trahison. Ce qui suit en WCW est un mélange de storylines et de tensions réelles. Les deux étant parfois haut, se battent, font semblant de réconciliation pour les besoins du show, se trahissent à nouveau. La WCW intègre même explicitement leurs disputes personnelles dans les scénarios, faisant dire à Hogan en on-air que si Savage voulait continuer à l'accuser d'avoir provoqué son divorce, il n'avait pas besoin d'un ingrat comme lui dans son entourage. La frontière entre le jeu et la réalité n'existe plus vraiment. Et puis vient l'épisode le plus étrange de toute cette saga. En 2003, Randy Savage sort un album de rap. L'album s'appelle Be a Man. La piste principale, éponyme, est un diss track d'une dizaine de minutes adressé directement à Hulk Hogan.
Savage y attaque la carrière cinématographique de Hogan, décrite comme une série de films directs en vidéo sans valeur. Il l'accuse de lâcheté, l'appelle un homme qui a perdu toute crédibilité, le défie explicitement à se battre pour régler leur compte pour de l'intensité. Il est alors actif à la WWE et se garde bien d'alimenter une polémique qu'il ne peut pas gagner dans les médias. Le silence de Hogan est lui-même un aveu de quelque chose, même si on ne sait pas exactement de quoi. Faire une apparition surprise dans la promotion et des discussions étaient en cours pour l'y faire revenir régulièrement. Des plans étaient évoqués pour une grande confrontation avec Hogan sur ce nouveau terrain, loin de la WWE où les deux hommes ne travaillaient plus. Hogan est invité en coulisses pour une apparition spéciale lors d'un pay-per-view. Savage, en apprenant que son ennemi de toujours se trouve dans le même bâtiment, entre dans une rage noire. Selon des témoignages de personnes présentes ce soir-là, dont Kevin Nash, Savage crée une atmosphère de tension extrême en coulisses, refuse de parler à la plupart des gens autour de lui, semble chercher une confrontation physique réelle avec Hogan, et finit par partir abruptement sans donner de véritable explication à la direction de TNA. Il ne reviendra jamais dans une grande fédération. Sa carrière en compétition s'arrête là, en 2004, dans ce bâtiment de Floride, sur une scène de colère que personne n'avait vraiment anticipée. C'est le dernier chapitre public de leur guerre. Pas une réconciliation opposée depuis le début. Randy Savage meurt le 20 mai 2011. À 58 ans, il est foudroyé par une crise cardiaque au volant de sa Jeep à Seminole, en Floride. Sa voiture part en dehors de la route et percute un arbre. Sa femme Barbara, qui était à ses côtés, s'en sort avec des blessures légères. Le milieu du catch est sous le choc. Et Hulk Hogan, quelques semaines ou mois plus tard, commence à raconter une histoire, celle d'une réconciliation. Il affirme que dans les semaines précédant la mort de Savage, les deux hommes se seraient croisés par hasard dans un cabinet médical en Floride, tous les deux vivant dans le même état. Hogan dit qu'ils ont eu une vraie conversation, que les rancœurs ont été enterrées, que la paix avait été faite entre eux avant que Savage ne disparaisse. C'est une belle histoire. Le problème, c'est qu'elle vient exclusivement de Hogan. Savage n'est plus là pour confirmer ou infirmer. Et Hogan, tout le monde dans ce milieu le sait, est un homme qui n'a jamais eu de difficulté à embellir les faits quand cela servait son image. Son frère Lanny Poffo, lui, n'a jamais confirmé cette version de réconciliation finale avec l'enthousiasme qu'on pourrait attendre. Ce qui est certain, c'est que Savage n'a jamais été intronisé ou battu dans la communauté des fans de catch. Plusieurs raisons ont circulé. Vince McMahon en voulait à Savage d'être parti pour la WC. Lui-même refusait d'être intronisé sans que son père Angelo et son frère Lanny soient inclus. La réalité est probablement un mélange de tout ça. Ce n'est qu'en 2015, 4 ans après la mort de Savage, que la WWE annonce son intronisation posthume. Lanny Poffo, le frère, monte sur scène pour l'accepter. Le Macho Man optionnel pour une raison simple. Personne ne peut tracer avec précision la ligne entre le spectacle et la réalité. Hulk Hogan est décédé le 24 juillet 2025 d'une crise cardiaque, à l'âge de 71 ans. Il est mort en étant considéré comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire du catch mondial, intronisé au WWE Hall of Fame dès 2005. Savage, lui, avait attendu jusqu'en 2015, 4 ans après sa propre mort, pour obtenir la même reconnaissance officielle. Ce décalage dit quelque chose sur la manière dont les deux hommes ont été perçus et traités par la WWE tout au long de leur vie. L'histoire de ces deux légendes est l'une des plus fascinantes du catch professionnel pour une raison simple: personne ne peut tracer avec précision la ligne entre le spectacle et la réalité. La jalousie autour d'Elizabeth était-elle entièrement jouée? Les accusations de 1993 sur le mariage étaient-elles fondées ou exagérées par un homme blessé et en colère? Savage a-t-il réellement frappé Hogan avant WrestleMania 9? La réconciliation finale dans ce cabinet médical de Floride a-t-elle vraiment eu lieu? On ne le sait pas. On ne le saura jamais vraiment. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si inoubliable. Deux hommes qui ont construit ensemble certains des moments les plus mémorables de l'histoire du catch, qui ont attiré des millions de fans dans les arènes et devant les écrans, et dont la relation réelle était tout aussi dramatique, tout aussi imprévisible, tout aussi intense que ce qu'ils vagent. La frontière n'a jamais vraiment existé. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui.